Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où je vais délivrer tous les podcasts de Goddess Révolution, le podcast minceur que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube ici. Ce podcast, il a été pensé et créé pour toutes les praticiennes bien-être, beauté et paramédicales qui sont dans mon école actuellement et qui sont praticiennes Belly, Draine Révolution et qui participent aussi à l'académie Curve Révolution. Il a été vraiment pensé pourquoi? Pour venir compléter les connaissances, pour venir vous faire part aussi d'analyses d'experts dans le domaine de la santé, de la beauté, du bien-être, un micmac de tout ça pour enrichir vos connaissances. Prenez-en plein les oreilles, vous êtes là vraiment pour ça, faites-vous plaisir et s'il vous plaît, faites-nous un retour sous chaque épisode aussi pour savoir ce que ça vous a appris. Voilà, sinon vous retrouvez toujours en légende notre aussi freebie, notre produit offert pour vous, notre mini formation, aider mes clients à perdre leurs 3 premiers kilos émotionnels. Bienvenue par ici en tout cas et bonne écoute. Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cet ultime épisode sur les kilos émotionnels, le tant attendu. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de cette notion que sont les kilos émotionnels. Les kilos émotionnels, pour moi, sont des kilos normaux. C'est-à-dire que la relation même à la nourriture réconfort, la nourriture plaisir, la nourriture doudou, tout ça, pour moi, c'est normal et c'est OK. Déjà, on va démarrer juste avec ça. Je vais faire des liens avec mon histoire, donc je vais déjà vous raconter d'où je viens, pourquoi est-ce que je me permets aussi de vous parler de ce sujet qui est un sujet qui m'accompagne depuis tellement d'années. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. À l'âge de 9 ans, j'ai perdu ma petite sœur. Donc très rapidement, en fait, j'ai été confrontée dans ma famille à ce qu'on peut appeler entre guillemets la loi de l'omerta, c'est-à-dire ne pas parler. Ne pas parler en tout cas de ses sentiments, de ses émotions, de la tristesse, de la peur aussi, et de toutes les circonstances qu'il y avait autour justement de son décès. C'était interdit de parler de ça. C'était interdit en tout cas pas comment dire, pas consciemment, ça a été pas posé en disant salut les gars, aujourd'hui c'est interdit de parler de ça. Non, pas du tout. Ça a été plus des non-dits qui se sont succédés, enchaînés au cours des années. Et en plus, en tant qu'enfant, quand on voit nos propres parents souffrir à ce point, la seule chose qu'on a envie de leur éviter, c'est justement les sujets euh, qui peuvent encore plus leur faire mal, déjà qu'on les voit fragilisés. Qu'est-ce qui se passe aussi dans le cerveau d'un enfant à cet âge-là, à 9 ans, ou je pense à 7 ans pour mon frère, c'est vraiment dans ces âges-là, le cerveau reptilien, il est opérationnel, donc c'est celui qui nous permet d'être dans la fuite, la lutte ou la sidération. Donc c'est vraiment allié à nos réflexes de survie. Le cerveau émotionnel était en train de se construire, hein, ça se construit jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Le cerveau dit limbique, on emmagasine énormément de données. Voilà, de 0 à 7 ans, c'est vraiment énormément de données emmagasinées. Et ensuite, il y a le développement plus du néocortex, donc c'est le cerveau dit logique, pragmatique, organisationnel, etc. Euh, donc ce qui se passe dans la tête d'un enfant, c'est très souvent dans ces âges-là, c'est comment je vais faire pour survivre si ceux qui sont en face de moi ne sont pas capables, en fait, déjà presque de survivre eux-mêmes, parce que c'est je pense, c'est l'épreuve la plus difficile que quelqu'un a traversée dans sa vie. Donc, il y a des stratégies de survie en fait qui se mettent en place, tout simplement. De tous les traumas qu'on peut vivre, chaque être humain, peu importe le trauma qu'on vit, on va mettre des stratégies de survie en place parce que le stress émotionnel est beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, beaucoup trop difficile à vivre pour se permettre justement de le vivre pleinement. Et ça, il faut le faire vraiment accompagner. Euh, Utiliser des techniques pour traiter les syndromes de stress post-traumatique, je n'aurai de cesse de répéter, de confier ça à des professionnels de santé compétents.
Donc, une de mes stratégies quand j'étais plus jeune, ça a été de manger. Et ça a été une stratégie que j'ai développée très, très, très vite. Déjà, je pense que j'avais une tendance à manger assez facilement, hein, d'ailleurs. C'est la gourmandise, ça fait partie de qui je suis aussi. Et il ne faut pas confondre être gourmande et manger en quantité. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai relevé très, très souvent en consultation avec mes clientes. Donc, je suis gourmande et c'est OK. Et en fait, je faisais à l'époque, j'ai commencé le volleyball, j'avais 10 ans. Et j'ai fait du volley vraiment en mode intensif, parce qu'on faisait championnat de France, etc. Et du coup, ma boulimie, mon hyperphagie, ça veut dire aussi se nourrir de manière excessive, elle passait un peu inaperçue parce que je faisais beaucoup de sport, tout simplement. Et du coup, même moi, je ne voyais pas le problème, en fait, parce que physiquement, ça ne se voyait pas. Oui, j'avais toujours un bourrelet, mais bon, j'étais quand même ultra sportive. Enfin bon. Du coup, c'est une grande préoccupation de mon père parce que c'est vrai que il avait très très peur que je prenne beaucoup de poids, voilà. Après, mon père, il vient d'une famille de gens qui sont génétiquement très très minces, qui n'ont jamais eu de problème de poids entre guillemets. Et du côté de ma maman, c'est davantage euh, des personnes qui ont été sujettes au surpoids ou qui ont été sujettes beaucoup à faire des régimes toute leur vie. Donc je pense que mon père, il avait cette peur un peu, voilà, qui me placardait en permanence sur moi avec les projections qu'il avait. Et du coup, moi, ça me faisait vivre un stress énorme pendant les repas avec eux. Et du coup, dès l'âge de, je sais pas, 15 ou 14 15 ans, j'ai arrêté de manger en famille, en fait. J'ai arrêté de manger en famille le soir parce que j'avais pas envie qu'on m'épie sur chacun de mes pas, de mes gestes, de ma façon de manger, quoi manger, si je mangeais un bout de pain de trop ou pas. Et du coup, ça a commencé un peu, on va dire, l'anarchie, parce que je pouvais pas me nourrir, on va dire, correctement. Enfin, voilà. Et du coup, dès que je pouvais manger, je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un jour, j'ai arrêté le sport. Un jour, j'ai arrêté le sport et j'ai pris 20 kilos. Et c'était normal. C'était normal. Et en plus, quand j'ai arrêté le sport, c'était quand environ j'ai commencé mes études infirmières aussi, à l'âge de environ 20 ans. Et là, les études infirmières, un stress, mais vraiment un stress intense. Des études ultra stressantes à l'époque. On devait passer des mises en situation professionnelle très régulièrement, des partiels, etc. C'était du stress vraiment tous les mois ou tous les 2 mois, on ne nous lâchait pas, quoi. Et pendant ces 3 années-là, déjà, j'avais pris du poids avant d'entrer à l'école, puis j'ai pris 10 kilos en 3 ans. J'ai pris 10 kilos en 3 ans, tellement que je me suis vue changer, tellement que je me suis vue et que je me jugeais de grosse, en fait. J'ai fait même une liposuction. Euh, C'était ma 3e année d'école d'infirmière. En fait, j'étais envoyée en stage en chirurgie et en chirurgie esthétique. Et du coup, le chirurgien esthétique, je lui avais parlé de ma problématique, évidemment que physique, pas du tout émotionnelle. Et il avait proposé de me faire un prix sur une liposuction. Donc, j'avais dit, ah oui, trop génial. Et je me souviens encore, quand je me suis réveillée de cette liposuction, le regret que j'avais de m'être fait endurer ça, en fait. De m'être fait endurer ces douleurs, parce que c'est pas rien, une liposuction, ça fait vraiment très, très, très mal. Alors oui, j'avais plus de poignée d'amour, ça c'est sûr. J'avais plus ce qu'on appelle le tablier, le ventre qui descend un tout petit peu sur le pubis. Là, c'était pas non plus énorme, hein, mais donc enfin, beaucoup de questions, beaucoup de stigmatisation sur mon corps. Oui, on va enlever ça, on va enlever le tablier, on va enlever les poignées d'amour, mais en fait, jamais aucune question sur comment ça va à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous amène en consultation ici et pourquoi en fait vous n'arrivez pas à perdre du poids toute seule. Juste les recommandations, c'était faites davantage de sport pour entretenir là, que le poids ne revienne pas, etc. Parce qu'il faut savoir que quand on se fait liposucer, évidemment, on peut regrossir. Ce n'est pas une solution qui est efficace toute la vie. Et je me rappelle aussi quand mes copines infirmières me faisaient les pansements, elles me voyaient pleurer parce que je regrettais vraiment ce que je venais de faire parce que dans mon fort intérieur, je savais pertinemment que ça n'avait pas changé ma relation à la nourriture et que le problème reviendrait d'une manière voilà, autre.
et que des fois on agit sur un coup de tête, on pense qu'il y a des solutions qui se présentent et en fait, en fait non, c'était pas des solutions. En tout cas, ça ne l'était pas pour moi. Ça peut l'être pour certaines personnes qui sont en reconstruction. C'est pas du tout ce que je. Évidemment, on ne fait pas d'amalgame. Les personnes qui ont perdu énormément de poids aussi et qui font des abdominoplasties ou des reconstructions ou des liposuctions, voilà, pour retendre la peau, etc. Ça a encore une visée chirurgie réparatrice, j'ai envie de dire. C'était pas mon cas. Voilà. Et en fait, je me suis fait beaucoup, beaucoup souffrir. Je me suis fait énormément souffrir. Parce qu'en fait, manger, être boulimique sans vomissement, c'est vraiment aussi, c'est vraiment se faire vivre et se faire violence avec toute la quantité de nourriture qu'on a absorbée, parce que le corps, il doit le digérer. Ça nous met dans une fatigue intense, une culpabilité hors norme, euh, et surtout même un malaise physique euh, indéniable, quoi. C'est manger autant en quantité, se remplir. C'est vraiment douloureux dans tous les sens du terme. Vraiment, vraiment, vraiment douloureux. Comment j'ai commencé à comprendre en fait que j'avais un problème vraiment avec ces kilos émotionnels, c'est parce que je suis tombée enceinte de mon fils et j'ai atteint très rapidement les 100 kilos en étant enceinte. Et là, je me suis dit, oh là là, non, ça va pas du tout. Ça a été un peu un déclic interne. Et j'avais très, très peur de ne pas redescendre en dessous des 100 kilos quand j'aurais accouché. Et quand mon fils est né, comme toute mère pourra vous le relater, je pense, il y a des déclics qui se font dans la vie d'une femme justement par rapport à ça. Et moi, ça a été mon déclic. Je veux me libérer de mes poids intérieurs parce que je sais que c'est mes poids intérieurs qui font en sorte aujourd'hui que je me sente mal dans mon corps et qui font que j'ai cette relation à ma nourriture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé en fait un suivi en coaching, enfin coaching PNL, programmation neurolinguistique et hypnose. Et de là, les choses ont commencé à bouger. Je me suis fait suivre aussi par un ostéopathe et j'ai commencé moi-même, en fait, en tant qu'infirmière, à l'époque, je travaillais à l'hôpital, à me former davantage pour comprendre les mots MAUX du corps. Je travaillais d'ailleurs en pédopsychiatrie où il y avait énormément de cas d'enfants, d'adolescents, surtout des adolescentes anorexiques, voire boulimiques, et qui utilisaient leur corps avec les scarifications, consommation de drogue, etc., pour manifester le mal en elles, la maladie, le maladie. Et ça m'a posé énormément de questions. Je commençais à me former en ostéopathie. L'ostéopathie, c'était long, c'était très mécanique et je me suis dit non, c'est pas ce vers quoi je veux aller. Je veux un peu plus d'émotionnel. Donc, je me suis formée en hypnose, puis après je me suis formée en nutrition, je suis allée comprendre plein de choses autour de la nutrition, je suis allée me former en hygiénisme, en des branches de naturopathie, en nutrithérapie. Je me suis formée aussi en hydrothérapie du côlon parce que j'ai compris à quel point la santé du ventre et du microbiote intestinal avait une importance capitale aussi sur l'équilibre de notre poids et notre bonne santé. Et je me suis formée à tout type de méthodes énergétiques et de développement personnel pour justement aller encore mieux me comprendre. Parce qu'à la base, clairement, je le faisais pour moi. Je ne le faisais pas du tout dans un but de reconversion professionnelle, absolument pas. Je le faisais vraiment juste pour moi, Marine. Et c'est tout ce que je vous conseille de faire aujourd'hui d'ailleurs. Si vous êtes une femme aujourd'hui qui a des problèmes de poids, pas besoin de faire 10 000 formations pour, enfin, comment dire, les choses que vous devez vivre, c'est d'abord pour vous et ensuite pour les transmettre si c'est aussi votre désir plus tard. Donc je les vivais vraiment à 100% pour moi. Et très rapidement, j'ai eu envie de bouger plus. J'ai eu envie d'inviter plus de joie en fait dans ma vie, d'inviter plus de plaisir, d'inviter plus de rire. Et, euh, et ça déjà, ça rend la vie beaucoup plus légère. Et quand on a une vie légère, c'est bizarre, mais le corps suit. Le corps suit systématiquement. C'était incroyable. Je commençais en fait à m'alléger, à me libérer de mes poids intérieurs. Et physiquement, en même pas un an en postpartum de mon fils, j'ai perdu déjà tous mes kilos de grossesse, hein, mais plus 17 kilos.
que j'avais en trop, justement, dû à cette période où j'avais arrêté le sport, vous vous rappelez, et où je vous ai dit j'avais pris quasiment 20 kilos. J'ai perdu 17 kilos émotionnels grâce juste au fait de me reconnecter à ma boussole intérieure, à mes vrais besoins émotionnels. Comment est-ce que je peux les traduire autrement finalement que par l'alimentation? Comment est-ce que je peux m'alléger et trouver tous les outils en fait pour avoir une vie plus axée sur la joie et le plaisir. Franchement, je vous dis la vérité, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, il faut juste tomber sur le bon protocole, la bonne stratégie pour vous. Et encore une fois, et vous le voyez sur tous mes réseaux, c'est sans régime garanti ici. Sans régime garanti, je vous le répéterai toute votre vie durant. À chaque fois que vous aurez affaire à moi, c'est sans régime garanti. Évidemment qu'il y a des notions et une rééducation à faire pour les gens qui ont connu que la malbouffe, parce que ça m'est arrivé d'avoir des clientes qui n'ont connu que cette manière-là de se nourrir. Mais c'est un détail, la nutrition, dans le rapport au corps, à l'alimentation, à la confiance en soi, à l'estime de soi et l'amour de soi-même. Ce n'est plus qu'un détail. L'intuition est une des clés vers la guérison interne aussi. Parce que, en fait, là, je vais vous exposer plusieurs petites astuces aussi qui vont vous aider parce qu'il y a plusieurs types de faim, tout simplement. D'accord, il y a la faim, par exemple, visuelle, parce qu'on voit passer des pubs, on s'arrête, on est en voiture, on voit la pub du McDo, il y a un gros Big Mac, ah ouais, ouais, oui, c'est excitant, quoi, visuellement, ouais, pourquoi pas, en plus, si c'est l'heure du déj qui arrive d'ici 1 heure, bon. Ensuite, on a la faim olfactive, c'est-à-dire quand on sent quelque chose, euh, ben oui, on passe dans une rue, c'est pareil, c'est bientôt l'heure du déj, les restos activent les cuisines, voilà, ça peut enclencher la faim. On a la faim de l'estomac qui se met à gargouiller. Pourquoi? Parce que c'est ses habitudes, en fait. Il réclame aux heures où le corps a l'habitude de recevoir. Puis c'est comme un muscle, donc du coup, à chaque fois, en fait, que ben, c'est midi, c'est l'heure de manger, ben, blablabla, il va gargouiller et il va vous dire, OK, bon, ben, c'est mon heure maintenant. Après, vous avez la faim émotionnelle qui se traduit par justement les événements de la vie, euh, sentiment de manque, d'insécurité, de blessure émotionnelle. À chaque fois que tout ça peut être activé, on va plutôt se jeter sur tel ou tel aliment euh, qui va justement nous aider en fait à nous sentir mieux, mais à l'instant T et en fait pas du tout sur la durée. C'est comme si vous preniez un médicament, voilà, boum, j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, ben, c'est exactement pareil. Vous faites pareil avec l'alimentation. Puis après, il y a la faim, et ça, c'est la faim innée, la faim cellulaire. Et ça, quand on est reconnecté à cette faim-là, elle est hyper importante. C'est la faim qui est connectée à notre savoir inné, c'est la faim qui est connectée à notre boussole intérieure et c'est ce que je vous apprends à faire dans tous mes programmes. C'est juste l'outil indispensable en fait. Indispensable pour se reconnecter à sa boussole intérieure et savoir de quoi on a vraiment besoin. Les femmes enceintes, par exemple, elles ont beaucoup plus de facilité à comprendre leurs réels besoins alimentaires quand elles sont enceintes. Une envie d'épinards, une envie de kiwi, une envie de fraises, enfin, on les connaît tous et toutes. Pour celles qui sont passées par là, c'est plus évident parce qu'on a la multiplication de ces hormones, beaucoup de bonheur aussi, hein, qui sont tout le temps présents dans notre sang, qui nous permettent aussi, en fait, tout simplement de nous connecter naturellement à notre boussole interne. Et ces hormones-là, on peut faire en sorte qu'elles soient sécrétées au quotidien de manière beaucoup plus récurrente, en toujours vraiment s'habituant à connecter au plaisir et à la joie. Et oui, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Oui, ça va vous demander de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Oui, ça va vous demander du courage de changer. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Passer une vie à vous plaindre, à vous juger, à vous matraquer, à vous insulter à l'intérieur parce que je sais ce qui se passe dans votre tête. Je suis passée par là. J'ai été la femme la plus odieuse que j'ai pu rencontrer dans ma vie. C'était moi. C'était moi la plus méchante, la plus vilaine, la plus manipulatrice, la plus jugeante envers moi-même. Ça a été moi depuis toujours. Je sais par quoi vous êtes en train de passer. Il y a une étude aussi qui prouve qu'on on passe environ 3 ans de notre vie sur les toilettes. Donc j'avais lu ça dans mon mastermind. C'est c'est un groupe d'entrepreneurs et en fait, où on nous donnait justement l'info pour optimiser peut-être ce temps-là passé dans les toilettes.
Et là, tout de suite, je me suis demandé, mais combien de temps de notre vie on passe à se juger, à se rabaisser, à se comparer. Oh, stop, vraiment stop. On n'a plus le temps de faire ça. Putain, mais vraiment, le plus important, c'est de kiffer, de vivre sa vie dans la joie et le plaisir. Il nous arrive tellement des choses incroyables quand on s'aligne à cette énergie-là. C'est juste fantastique. Vous connaissez le principe très probablement de la loi d'attraction, principe qu'on vient revoir dans tous mes programmes et que je vous inculque et que je vous fais intégrer jusqu'au plus profond de votre ADN. C'est vraiment, vous êtes une antenne cosmotellurique, vous créez votre vie avec vos pensées. D'accord? Donc, dans tous mes programmes, vous aurez aussi euh, toujours 4 steps, c'est-à-dire le step numéro 1, savoir communiquer avec son corps, reconnecter à sa boussole interne. Step numéro 2, voilà, revoir son mindset, faire un lavement de cerveau. Ça, c'est hyper important parce que vous avez toutes été, et tous, hein, évidemment, s'il y a des hommes qui nous écoutent aussi, mis dans des moules. euh, sur vous, on pesait des attentes, des projections par rapport à vous, votre corps, comment vous deviez être, comment vous devez être féminine ou masculin, ou etc. Tout ça, on fait péter tout ça, vraiment au niveau du mindset. Ensuite, on a la connexion à notre cœur, notre estime de soi, notre confiance en nous-mêmes et notre amour de nous-mêmes. Et ensuite, l'axe numéro 4, c'est la reconnexion à notre propre pouvoir intérieur. Ça, c'est hyper important. Et c'est ce sur quoi les thérapeutes Curve Révolution travailleront avec vous. Parce que vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Votre intuition est la clé vers votre guérison intérieure. Et votre guérison intérieure vous amènera à dissoudre et à vous libérer de tous vos kilos émotionnels. Clairement. Ou alors, les filles aussi, j'ai remarqué mes clientes qui lâchent des kilos, mais pas autant que ce qu'elles auraient pensé. Mais en fait, j'ai souvent le retour qu'elles ont un gain incroyable d'exponentialisation de la confiance en elles-mêmes, de l'estime d'elles-mêmes, de l'amour d'elles-mêmes, et du coup, tout dans leur vie change. Moi aussi, évidemment, si je suis un peu les codes de cette société, j'aurais davantage envie de vous dire, ah ouais, j'ai encore 4 kilos de trop. Ben non, je kiffe tellement ma vie, là, je kiffe tellement mon corps, c'est comme si ça n'existait pas, ce détail. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. Je vais vous donner aussi et quelques petits tips aussi sur les émotions et les sentiments qui poussent à consommer de la nourriture. Par exemple, l'ennui. Ben, tout simplement, quand vous éprouvez de l'ennui, ça vous permet de sentir ou de ressentir des sensations en mangeant. Voilà, pour l'ennui. Les gourmandises, euh, chose à laquelle on doit absolument résister. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? On y cède. S'interdire des choses, c'est comme quand je vous dis, surtout, écoutez-moi bien, surtout, ne pensez surtout pas à un éléphant rose maintenant. Non, n'y pensez pas. Non, 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 pas d'éléphant rose. Non, non, non. À quoi vous pensez? À un éléphant rose. OK? Donc, s'autoriser, en fait, tout simplement à être gourmande et assumer, encore une fois, c'est tellement OK. Être gourmand, c'est tellement différent que de manger en quantité. Être gourmand, ça ne veut pas dire spécialement grossir à outrance ou prendre du poids parce qu'on est gourmand. Non, on peut arrêter de diaboliser tout ça. La gourmandise, c'est du plaisir, c'est du kiff, c'est tout. La tristesse, la tristesse, euh, ben souvent quand on mange, quand on est triste, c'est pour nous remonter le moral et souvent ce qu'on consomme, c'est du sucre. Parce que le sucre, c'est souvent aussi associé à la sérotonine, l'hormone dite du bonheur, l'hormone qui régule l'humeur, l'hormone qui permet de bien dormir, etc. La colère. La colère, grâce à la nourriture, en fait, nos sensations gustatives, ça va nous aider à nous apaiser. Et puis en fait, finalement, ça nous permet, comme l'anxiété et le stress, quand on mange sous le coup du stress, ça nous permet de nous occuper et de pas finalement aller vraiment voir les choses en face. C'est comme si on était un peu dans le déni, alors on fait quelque chose d'autre pour penser à autre chose. Donc voilà pour la colère, le stress, l'anxiété. La fatigue, c'est souvent des pensées qui sont associées où on va penser que si je mange du sucre, voilà, ça va me redonner un peu d'énergie, ou si je bois mon café, ça va me redonner du peps. Non, sur la durée, c'est pas comme ça que ça marche.
La solitude, ben oui, la nourriture, ça remplit un vide. Ça, c'est ce qu'on nous dit très, très, très souvent. Mais je vais terminer quand même par une note ultra positive qui est la joie. Parce que la joie aussi, c'est une émotion qui, par la célébration, ça peut passer par la consommation aussi alimentaire. Et ça, c'est que du kiff. Et vous avez le droit de kiffer, de manger, de kiffer votre gourmandise, vous kiffez votre vie, kiffez ce que vous mangez. On est un être de sens et on est là pour les utiliser. C'est juste que les kilos émotionnels, il faut pas que ça vienne pourrir votre relation à la nourriture. Il faut aller identifier le mal, en fait, qui vous ronge depuis tant d'années et vous vous êtes servi, en fait, finalement comme d'un médicament. Vous avez pris la nourriture pour vous soulager et en fait, ça ne vous soulage pas parce que vous rentrez dans un cercle vicieux de prise de poids, de mauvaise santé peut-être parce que à force de manger tout et n'importe quoi et je pense pas que vous sautiez sur une carotte crue à chaque fois que ça va pas. On a tendance davantage à sauter sur du gras, du salé ou du sucré. Ça mènera évidemment à une consommation excessive, mènera à des troubles, en tout cas somatiques et un déséquilibre physiologique. En fait, ce cercle vicieux-là, il peut être, comment dire? On peut désengager ce cercle vicieux, on peut vraiment venir le saboter, grâce au programme que je vous propose aujourd'hui autour de la Curve Révolution. C'est un accompagnement d'1 mois ensemble en ligne. Et puis pour les futurs thérapeutes aussi, vous pourrez être certifié Curve Révolution avec un accompagnement de 3 mois, avec tellement d'outils et un engagement de notre côté pour venir alimenter toujours cette formation et que vous ayez du contenu gratuit à vie, heu, grâce à cette plateforme de Curve Révolution Academy qui arrive bientôt. Les kilos émotionnels, on peut en venir à bout, on peut vraiment venir mettre le doigt sur ce qui ne marche pas pour nous. Les solutions, c'est savoir mieux se connaître, reconnecter à sa boussole intérieure et surtout, ne jamais se retrouver seul. Voilà, moi, ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est que vous vous sentiez bien dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête. Et j'ai tellement envie de croiser des femmes et encore plus de femmes et encore plus de femmes sur cette planète qui se sentent bien. Parce qu'un monde qui va bien, c'est un monde de gens heureux. Et c'est tout ce que je vous souhaite encore une fois. Vous retrouvez toutes les infos sous le podcast et je vous dis à très très vite et bon courage à toutes et n'hésitez pas à nous rejoindre. À bientôt.